Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 192e jour d'interview de femmes merveilleuses, 192 live sur les 365 jours d'interview que je me suis proposé de faire il y a 6 mois en arrière. Hélène Fourcade en life coach et spécialiste en résilience. Je donnais quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Coucou Eva, coucou Diam. Et puis, du coup, je vais lancer l'invité. Eva, qui est mon invitée du jour. Voilà Eva, je pense que tu vas recevoir l'invitation. Voilà. Comment vas-tu? Ça va? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, ouais. Yes, nickel. Bienvenue. Merci. Bienvenue à mon live du jour. Je suis très heureuse de t'accueillir. Moi aussi. Moi aussi, je suis en joie. Je vais rappeler un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, on va partir sur 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça aujourd'hui. Ok. Voilà. Est-ce que le programme t'appelle? Ah ben oui, allons-y. Yes. Allons-y. Je rappelle également qu'avec Eva, on ne se connaît pas. C'est vraiment la première fois qu'on échange de vive voix, en tout cas en visu. On a échangé quelques messages en off, mais c'est tout. Donc, je vais te découvrir en direct avec toutes les personnes qui seront connectées avec nous ou en replay. Voilà. Ok. Donc, sans plus tarder, je te propose que tu nous dises, que tu te présentes et tu te dises qui es-tu. Alors, je m'appelle Eva Lomba-Lebihan. Ouais. Je suis neuropsychologue. Je suis praticienne en EMDR, qui est une thérapie qui est validée scientifiquement et recommandée par l'OMS, la Haute Autorité de Santé, validée par plein de recherches scientifiques pour traiter les états de stress post-traumatique. Voilà. Donc, je pratique cette thérapie depuis mes débuts. Depuis des débuts, excellent. Et donc, justement, parle-nous un petit peu de... Moi, j'ai bien envie de savoir tes débuts, où tu es, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en ligne ou en présentiel? Donc là, je suis sur les deux, je suis en ligne et en présentiel. Ouais. Et je suis en train d'élargir un petit peu plus sur le travail en ligne. Ouais. Voilà, pour toucher un public peut-être un petit peu différent. Et puis, je me lance dans la formation aussi. Formation de coach et de thérapeute. Excellent. Ouais. Et dis-nous un petit peu peut-être la définition. Alors, parce que du coup, j'ai squeezé la définition de l'EMDR parce que Avec grand plaisir. je connais, mais du coup... J'ai tellement envie de partager ça parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Même chez les professionnels de la santé, il y en a plein qui ne connaissent pas l'existence de l'EMDR. Alors, c'est une pratique qui date, les prémices, vraiment les débuts de la découverte de l'EMDR, ça date de 1985 à peu près. Okay. Mais ça vaut le coup de connaître, en fait, parce que ça provient vraiment des neurosciences et des capacités du cerveau et des dernières recherches sur l'humain et sur son cerveau, en fait. Okay. Donc, le MDR, alors ça signifie, voilà. Ça signifie, donc en anglais, mais je vais le dire en français, ouais. Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Donc, les mouvements oculaires, effectivement, ça va être de droite à gauche, puisqu'on est sur une stimulation bilatérale alternée. Ça veut dire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Mais après que le sigle a été posé, le sigle EMDR, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait, c'était aussi l'auditif, la stimulation auditive bilatérale. Donc, on peut utiliser un casque et on aura un bip de droite à gauche. Okay. La stimulation tactile fonctionne aussi. Donc, on peut faire un petit tapotement sur les genoux de droite à gauche. On peut le faire en croisé sur les épaules comme ça. En fait, ce qui fonctionne, c'est la stimulation bilatérale alternée, telle qu'elle soit, en fait. Donc, finalement, le mot, il est réducteur, malheureusement. En temps normal, enfin tout le temps, en permanence, on traite les informations grâce à nos 5 sens qui vont récupérer des informations donc auditives, olfactives, etc. Les informations, elles arrivent jusqu'à notre cerveau. Je simplifie, hein. Ouais. Et là, le cerveau active ce qu'on appelle le traitement de l'information. C'est vraiment un mot-clé, hein, le traitement de l'information. Il y a plusieurs zones cérébrales qui vont se connecter entre elles. Il y a plein de neurones qui vont se connecter.
pour pouvoir donner du sens à ce qu'on intègre comme information, donc donner du sens à une situation au regard de notre histoire de vie, donc du passé, de ce qu'on vit dans le présent et de ce qu'on projette dans l'avenir. C'est pour ça que chaque individu interprète les situations au regard de qui il est. Voilà, forcément. Donc, c'est ce traitement de l'information qui permet ça, quand tout va bien. La nuit, pendant une phase du sommeil paradoxal, on a un mouvement naturel, justement, un mouvement des yeux naturel, ça s'appelle les REM, où les yeux, ils vont bouger très, 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 très vite. Des fois, on le voit sous les paupières. Quelqu'un qui dort, on voit qu'il y a les yeux qui bougent. Quand on réfléchit, souvent, on bouge les yeux. On se dit, tiens, laisse-moi me rappeler, il me semble que… Et hop, on va se mettre à bouger les yeux. Donc, c'est vraiment un mouvement naturel qui permet d'activer un processus naturel de guérison du cerveau. Sauf qu'il y a des moments de la vie où ce traitement de l'information va se figer, ne va pas se faire, ou difficilement. Parce que, donc il y a plusieurs grandes raisons, je vais en donner 3 principales. Soit on vit un événement hyper douloureux, il y a une décharge émotionnelle telle que l'amygdale, qui est un centre noyau au niveau du cerveau, va lancer tellement de cortisol, d'adrénaline, hormone du stress, signal d'alarme, le corps est en panique, que ça va parasiter ce traitement de l'information. Okay. L'émotion, en fait, prend toute la place. Premier cas. Deuxième cas, un événement auquel on ne s'attend pas du tout, douloureux, qui survient d'un moment à un autre. Le cerveau n'est pas préparé. Et pareil, ça peut faire un choc, ça peut créer une sidération. Donc là, pareil, traitement de l'information parasitée. Troisième type d'événement, très fréquent, c'est les événements douloureux à répétition. C'est-à-dire que, principalement, très souvent pendant l'enfance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on fait avec le contexte, parce qu'on est moins libre que quand on est adulte. Donc, souvent dans l'enfance, des événements qui vont se répéter, se répéter, se répéter. Ça peut être de l'insécurité qui est transmise dans un contexte familial, par exemple. Ça peut être des humiliations, des violences, voilà, ce genre de choses. Et donc, ça se répète. Donc, le cerveau, pareil. Le processus de traitement de l'information, il est parasité parce que ça se répète. Donc, on veut bien réparer, on veut bien traiter, mais ça revient, ça se répète en continu. Donc là, c'est des contextes où ce traitement de l'information ne va pas pouvoir se faire. C'est vraiment physiologique, hein. C'est figé. Les zones ne se connectent pas, les neurones ne se connectent pas entre eux. Hémisphère droit, hémisphère gauche, ça galère un petit peu. Voilà. Donc, dans ces situations, et ça j'adore parce que ça rejoint pas mal la spiritualité. Et moi, là, je suis en train de connecter. Allez, je vais y venir après si on a le temps. On a 20 minutes. Attention. Ouais, c'est pas, j'ai envie de dire trop de trucs. Je vais garder mon fil. Donc, en fait, ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir que dans ces situations, quand le cerveau ne traite pas les informations, il va figer les croyances négatives. Ouais. Donc, je suis nulle, j'aurais dû, c'est de ma faute, je ne suis pas à la hauteur, etc. Je suis en danger, je suis en insécurité, etc. Émotions, peur, tristesse, colère, dégoût. Alors, il peut y avoir des émotions positives inadaptées, ça existe aussi. Sensation de plaisir ou de joie alors que ce n'est pas du tout adapté. Donc, le cerveau peut figer ces émotions-là aussi. Sensations corporelles, donc la boule d'angoisse, mal au ventre, la gorge qui se serre, mal à la tête, etc. Donc, quand le cerveau ne traite pas les informations sur une situation, ça fait trauma. Et quand il y a trauma, toutes ces informations restent figées, les informations négatives inadaptées restent figées à l'intérieur du cerveau. Ça veut dire que, par la suite, l'individu va se retrouver dans des situations qui vont donner sens, vie, qui vont concrétiser en fait toutes ces croyances. La petite subtilité que j'ai envie d'apporter là, c'est que c'est pas tant les situations qui vont se répéter, parce qu'on entend beaucoup dire les situations répétitives, etc. Oui, des situations peuvent se répéter, mais en vérité, c'est pas la situation qui se répète, c'est la croyance qu'il y a derrière. Tu vois, c'est la petite subtilité. Il y a des gens qui vont répéter des situations, et là, ça sera donc visible, on pourra identifier. Mais il y a des gens qui vont répéter, pas répéter les situations, mais se retrouver dans différentes situations qui semblent n'avoir aucun lien. Mais en fait, quand on regarde, quand on creuse, c'est la croyance négative qu'il y a derrière qui est encore là et toujours là. Voilà, en gros. Et donc, le EMDR vient réparer ça. En fait, en EMDR, on réactive le processus naturel de traitement des informations. Donc, on va aller attraper la situation traumatique. Et grâce à cette stimulation, soit les yeux, soit le tapping, l'auditif, on va permettre au cerveau de traiter les informations en faisant du lien avec plein d'informations, de l'histoire de vie, avec ce qu'on projette dans l'avenir. Voilà. Ça peut passer du coq à l'âne. Donc là, on est dans une thérapie où il ne faut pas intellectualiser, il ne faut pas mentaliser.
On ne cherche pas à donner du sens comme sur des thérapies plus classiques. On laisse le cerveau qu'il chemine et qu'il fasse ce travail de traitement. Et quand c'est terminé, c'est magique. C'est magique. On repense à la situation, ça ne fait plus rien. Soit c'est neutre, soit c'est positif. Et on peut même se dire à l'inverse, je suis en sécurité, j'y suis pour rien, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis légitime à exister, etc., etc. Donc, ça transforme la personnalité, en fait. C'est waouh. En tout cas, ce que j'adore, c'est que quand tu nous le partages, tu transpires justement cette envie de le faire découvrir au monde. Et ça, j'adore. C'est génial. Mais j'adore découvrir. Alors, je connaissais le MDR, mais c'est vrai que peut-être pas aussi approfondi que ce que tu nous as expliqué. Donc, merci pour ça. Ah, grand plaisir. Parce que c'est vraiment... Et puis surtout, d'une passionnée, bah, c'est encore mieux parce que ça se fait ressentir et ça se ressent. Donc, juste pour en revenir un petit peu à ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu m'as parlé donc de formation en ligne, tu as dit aussi coach, donc coaching. T'as combien de casquettes? Trop. Non, c'est jamais trop. Bon, ça va. Là, c'est moi qui te reprends. C'est jamais trop. C'est génial d'avoir plein de casquettes et plein d'outils justement pour aider les gens. Donc, moi, je trouve ça fabuleux. Ouais, c'est cool. Donc, en fait, ce que je vais transmettre en premier, c'est par rapport à la formation, parce que c'est quelque chose qui est nouveau là, pour moi, et alors j'ai une expérience déjà d'enseignement à l'université, etc. Mais en fait, c'est vraiment une mission de vie. C'est vraiment part de ma mission de vie, cette histoire de formation. Parce que le MDR, en fait, c'est une thérapie, comme elle est validée scientifiquement, etc., elle est réservée, la formation officielle est réservée à une certaine catégorie de professionnels très limitée, à une élite, quoi, dont j'ai la chance de faire partie. J'ai bénéficié de cette formation complète. Mais du coup, voilà, il n'y a que les psychologues, les psychiatres, certains psychothérapeutes, certains sous dérogation, voilà, qui peuvent avoir accès. Et du coup, moi, j'ai à cœur, je peux pas c'est pas possible que je transmette pas cet outil, quoi. Enfin, il y a tellement de coachs et de thérapeutes qui accompagnent les autres, qui accompagnent la souffrance des autres. Il faut qu'ils aient cet outil de traitement de l'information, parce qu'en fait, c'est, en fait, il y a une métaphore que j'ai inventée, que j'aime bien. Ça sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur si le frein à main est enclenché. Tu vois l'image? C'est-à-dire que tu appuies sur l'accélérateur, tu entends du bruit, tu as l'impression que ça avance, mais il ne se passe rien en fait, c'est bloqué. Donc il faut déjà baisser les limitations, il faut traiter les traumatismes avant d'apporter au client de la motivation, du boost, on y va. Tu vois, donc moi je trouve que le traitement de l'information, il faut absolument avoir ça dans son outillage. Donc j'ai créé justement un protocole simplifié. On ne part pas sur une thérapie, mais on part sur l'outil de traitement des traumatismes en fait. Voilà. Donc, les personnes qui ont déjà des clients, qui ont déjà repéré des traumatismes chez leurs clients, avec cet outil, ils vont pouvoir traiter les traumatismes, tout simplement. Voilà. Donc, ça, je veux vraiment le diffuser au maximum, le transmettre au maximum. Voilà. Pour que les gens aient mieux. Voilà. C'est génial et je sens vraiment cette envie et je me fais même pas de soucis pour toi parce que ça se ressent tellement dans ton énergie que tu es à fond là-dedans, que c'est ton truc, que c'est fluide, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça justement? Parce que c'est quand même hyper spécifique. Enfin, comment tu as découvert le MDR et puis qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ça aujourd'hui? C'est vrai, c'est vrai. Du coup, faudrait presque repartir sur carrément mes études de psycho. Hein. C'est un long truc. Il nous reste encore 6 minutes, ça va. Allez. Donc la psycho, en fait, je vais essayer de faire vite. J'ai démarré la psycho. Moi, à 12 ans, je voulais être psychologue. Donc, à 8 ans, je voulais être comédienne. Après, je suis musicienne, comédienne. Mais à 12 ans, je voulais être psychologue pour comprendre l'humain. En fait, j'avais une sorte de recul sur l'humain et sur moi-même. Parfois, je me sentais comme à l'extérieur de moi, en fait, en train d'observer les situations, d'observer les gens, d'observer les attitudes, les comportements, mes propres émotions. J'ai en fait cette faculté à sortir de moi et à juste m'observer en train de vivre l'expérience, quoi. Comment elle va se démerder, là, Eva, dans cette expérience? Tu vois, donc il y a d'un côté, je vis le truc et d'un côté, j'ai le recul dessus. Et donc, comprendre l'humain. Voilà, les études de psycho. Après, la psycho interculturelle. J'ai découvert la psycho interculturelle. Donc, les différences culturelles. Alors déjà, ça m'a ouvert à l'idée de défiger l'identité. L'identité, c'est pas quelque chose de figé. On peut avoir des apports un peu par-ci, un peu par-là. Comment se construit l'identité? Voilà. Donc, j'ai étudié ça pendant quelques années. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme de psychologue, je n'étais pas convaincue par l'enseignement qui dit on laisse le sujet réfléchir sur lui-même, on lance quelques petites perches et puis on le laisse évoluer et puis surtout, on ne se sent pas responsable du résultat, etc. Moi, je me suis dit non, ça ne me correspond pas en fait. Je veux du résultat, je veux de l'efficacité.
je veux qu'il y ait un avant et un après séance quand même. Donc, c'est là où j'ai commencé à rechercher des méthodes, des techniques. Je me suis arrêtée un peu sur la méditation. Je me suis arrêtée un peu sur les fleurs de bac pour le côté concret, en fait. Et puis, j'ai découvert le MDR et là, voilà, quoi. J'y suis allée, quoi. J'y suis allée, puis j'ai expérimenté sur moi. Voilà. J'ai été patiente pendant 1 an et demi. Voilà, j'ai fait une thérapie pour moi. Je continue à travailler sur moi en autothérapie. C'est un truc que j'ai envie de transmettre aussi, l'autothérapie. Encore une casquette. J'ai vraiment envie de transmettre ça, que les gens apprennent à travailler sur eux, en fait. Se traiter eux-mêmes. Bon. Et voilà, en recherchant du concret, du cérébral. Excellent. Ouais, c'est toujours intéressant de voir d'où ça nous vient, hein, ces patients. Tu parlais de petite, cette observation que tu avais sur les autres et probablement que tu as dû vivre des épisodes qui t'ont amené justement à être observatrice des situations et à développer justement cette capacité de pouvoir observer les autres et créer des chemins neuronaux finalement entre eux et faire des rapprochements Ouais. rapide, donc c'est hyper intéressant. Ok, cool. Bah, déjà, merci. Merci de ce partage. C'est hyper inspirant et tu pourras venir mettre justement en commentaire sous la vidéo tes coordonnées. Ok. Parce que comme je sais, je me doute que tu n'as pas tout dit, parce qu'on avait un timing serré, s'il y a d'autres personnes qui veulent te connaître, en savoir plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ils pourront venir connecter avec toi rapidement. Donc ça, c'est la Ok. première chose. Et puis alors, la dernière question avant de se quitter, c'est une question de partage. Serais-tu d'accord de nous partager 3 personnes que tu pourras venir taguer en commentaire, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore, justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui et à avoir suivi ce cheminement. Alors ça peut être des livres, des auteurs ou des formateurs ou juste des confrères, peu importe. Toujours est-il que ça reste un petit peu dans le domaine du développement personnel pour faire connaître et inspirer d'autres personnes. Voilà. Ok, 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 ok. La première personne, alors, ouais, je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique. En fait, c'est le bouquin Le hasard n'existe pas. Il s'appelle Schmidt, l'auteur. Ok. Oh là là, c'est le premier contact avec mes pensées, en fait, écrites sur un bouquin. J'étais adolescente quand je l'ai lu. Ouais. Et quand j'ai lu ce bouquin, je crois que c'était le premier bouquin inspirant que j'ai pu lire. Et je me suis dit, waouh, en fait, ce que je ressens, c'est légitime. Il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus, quoi. Parce que j'avais jamais échangé avec quelqu'un qui pense comme moi à l'âge que j'avais quand j'étais ado, quoi. Donc là, ça a été un livre pour moi hyper puissant. Voilà. Ensuite, il y a Et une alors, la enseignante. question que je me Ouais. pose, c'est comment, adolescente, tu tombes sur ce livre? Ah ouais, c'est une bonne question. Comment je suis tombée sur ce livre? Le hasard n'existe pas. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas. Je sais plus. Vraiment, c'est une bonne question. Je sais pas. Ensuite, il y a une enseignante. Donc, c'est Zora Gueraoui, qui est enseignant-chercheur à l'université de Toulouse où j'ai étudié la psychologie. Et c'est elle, en fait, avec un cours en licence, qui m'a fait découvrir ces différences culturelles. Voilà. Et ça m'a fascinée. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. L'identité, en fait, elle est façonnée par notre culture, par notre famille, par la société. Et en plus, elle est en perpétuelle évolution, remaniement. Donc, waouh, j'ai trouvé ça extra, quoi, extra. Et donc, je me suis lancée sur ces études-là par la suite. Voilà. Et puis, en troisième, que j'écoute en ce moment encore, c'est Joe Dispenza. Je ne sais pas si tu connais, voilà. Et en fait, lui, quand je l'ai entendu, donc c'est un YouTuber, voilà, je l'écoute, j'écoute les livres audio, en fait, beaucoup. Et c'est l'idée de mettre en lien, justement, neurosciences et spiritualité, quoi. Parce que moi, c'était vraiment, j'étais dans mon cabinet, j'étais psychologue, fallait surtout pas, voilà, montrer qu'on a un peu de pensée, un peu, qui sortent de ce cadre, qu'est-ce que les collègues vont penser, etc. Et il m'a vraiment réconcilié avec ça, en fait. La spiritualité, ça peut être hyper scientifique. Voilà. Donc, Joe Dispenza. Bah écoute, merci en tout cas pour ces 3 partages. Tu pourras également venir les taguer en commentaire, comme ça, bah, ça nous permettra d'aller regarder un petit peu. Moi, je suis une grande lectrice, donc j'irai voir le livre dont tu nous as parlé. Et voilà, et de Dispenza aussi, qui est un auteur, hein, donc en Oui.
de Conférencier, chercheur, ouais. Merci beaucoup Eva pour ton temps. On est arrivé à la fin, c'est passé hyper vite hein, comme d'hab. Merci à toi, merci à toi. Merci Je suis en tout contente. cas à vous tous qui étaient en live, à ceux qui regarderont en replay. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Et je rappelle que si vous connaissez des gens qui souhaitent venir, enfin des femmes ou des hommes qui souhaitent venir en live avec moi, faites passer le message, envoyez-les-moi. J'ai encore presque 6 mois à remplir, donc c'est pas de refus, un peu d'aide. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour ma part. Ciao. Ciao!